Cette semaine, il est un événement qui a fait beaucoup parler, la Kings League de Gérard Piqué et sa fameuse future Coupe du Monde. Alors s'il n'est pas question pour moi ici de vous donner mon avis, je pense à juste titre que tout le monde s'en moque, on va s'attarder sur une réaction en particulier, lancée notamment par un spécialiste des avis désastreux dans un grand média, mais reprise aussi en boucle sur de nombreux réseaux sociaux. La Kings League, ce n'est pas du football. Et pourtant, je vais vous raconter une histoire, celle d'une pratique d'un football en salle, l'indoor soccer, longtemps considéré comme n'étant pas du football, et qui, à un moment, a véritablement sauvé le football aux États-Unis. Bienvenue dans le 3e épisode de la saison 3 de Temps Additionnel. L'histoire de l'indoor soccer aux États-Unis trouve ses racines au 19e siècle, en même temps que les premiers championnats professionnels sont organisés en vrai football. L'occasion pour moi aussi d'en profiter pour vous rappeler que ces premiers championnats professionnels, organisés dès la fin du 19e siècle, donc, se déroulent 40 ans avant le premier championnat professionnel français. On ferme la parenthèse, on se concentre sur l'indoor soccer. Le premier match a lieu en 1885, il oppose une équipe canadienne à des joueurs du New Jersey et est joué dans un anneau, ce qui donne à l'époque comme nom à ce sport, entre guillemets, le nom de rink soccer, et se dispute sur un terrain qui fait environ 50 mètres sur 40, avec des buts qui font 2,44 m de haut sur 4,50 m de large. La rencontre, elle, se dispute à 6 contre 6. Les premiers matchs donc de rink soccer et donc par le fait d'indoor soccer ont lieu sur cette période et durant plusieurs décennies, des rencontres vont se disputer de manière régulière, parfois même à 11 contre 11. En 1911, justement, l'une d'entre elles qui est organisée au Madison Square Garden tourne au fiasco puisqu'elle se déroule sur un parquet et les joueurs passent leur temps à glisser. Bref, on dispute ce type de rencontres durant des décennies avec même des tentatives de championnats qui sont organisées notamment du côté de Chicago dans les années 20 et jusqu'à la fin des années 30 lorsque l'American Soccer League, qui est la ligue professionnelle à l'époque, décide d'organiser les premiers matchs professionnels alors que cette pratique, je le rappelle, n'est alors pas encore considérée comme un véritable football, mais surtout comme un moyen de s'entraîner, de garder la condition durant l'hiver, et n'est servait majoritairement qu'à organiser aussi des matchs d'exhibition. La place du football aux États-Unis s'écroule lors de l'après-guerre, avec la disparition notamment du football professionnel, et pourtant, l'indoor soccer, lui, résiste. Toujours à Chicago, une ligue est lancée dans les années 50, elle comprend 12 équipes, elle se dispute à 7 contre 7 sur des terrains qui font 50 mètres sur 30, avec une saison régulière et des playoffs. Ça devrait vous rappeler quelque chose. Surtout que cette ligue connaît un grand succès, et l'histoire dure jusqu'à la fin des années 60, ce qui correspond peu ou prou à l'arrivée de la NASL, en d'autres termes, le retour du vrai football professionnel aux États-Unis. Là encore, celle-ci met en place une ligue indoor, au début des années 70, qui ne prend pas vraiment, jusqu'à un véritable tournant, un match qui est considéré comme essentiel dans l'histoire du football moderne aux États-Unis et pourtant peu connu, un match qui est donc, je le disais, considéré surtout par certains comme le véritable Big Bang du football aux États-Unis. Nous sommes le 11 février 1974. La NASL vacille depuis quelques années, ne parvient pas véritablement à s'installer. Beaucoup d'équipes même disparaissent, les premières équipes disparaissent. Mais sa dernière saison, la saison 73 donc, vient de se terminer avec une nouvelle franchise, les Philadelphia Atoms, qui a remporté le titre dès sa première saison avec une équipe composée en grande majorité de joueurs américains. Une équipe qui a drainé 11 000 spectateurs de moyenne dans son stade, dans une ligue qui donc, je le disais, peine à s'installer. Et pour vous donner une idée du succès des Philadelphia Atoms, pour comparaison, en 1969, l'affluence moyenne de la NASL était de 2930 spectateurs. Ce champion est donc invité à participer à un match d'indoor soccer face à une équipe soviétique en tournée aux États-Unis, une équipe qui représente l'armée rouge de Moscou et qui vient d'écraser les All-Stars de la NASL, toujours en salle, sur le score de 8-4. Le match se déroule au Spectrum de Philadelphie, donc la patinoire est recouverte de ce que l'on appelle de l'astroturf. Les deux équipes s'affrontent à 6 contre 6, avec des remplacements libres et 3 tiers-temps de 20 minutes. Les soviétiques s'imposent 6-3 devant près de 12 000 personnes.
Cette nouvelle façon de jouer au football, avec des règles qui sont quand même assez proches du hockey, un rythme effréné, avec forcément des temps plus courts et des buts dans tous les sens, rend le tout extrêmement spectaculaire. On arrive dans l'ordre du divertissement et non du football, diraient certains. Là encore, ça devrait vous rappeler quelque chose. Toujours est-il que cela fonctionne et que cela plante une graine. La NASL Indoor active 2 leviers alors. Un, elle amène le football à des nouveaux spectateurs, c'est une sorte de nouvelle porte d'entrée, et en profite pour organiser donc une ligue qui vient compléter son championnat, disons, traditionnel, et qui lui permettra aussi, et surtout d'un point de vue purement économique, d'augmenter ses revenus hors saison. Ce succès s'additionne à l'enthousiasme offert par l'arrivée des Pelés et consorts dans le championnat dès la saison suivante, et la Ligue Indoor commence à prendre une véritable ampleur. Celle de la NASL va alors voir naître des concurrentes, et notamment une principale en 1978, la Major Indoor Soccer League. Et c'est alors que ce championnat prend une autre dimension. Il reste évidemment pour certains un championnat d'exhibition, un spectacle, un divertissement, mais il est vu surtout par tout le monde comme un moyen de faire progresser les joueurs locaux. Le directeur de la NASL de l'époque, Phil Woosman, déclare même que si les États-Unis veulent devenir une puissance mondiale du football, il faut que les joueurs disputent une 60aine de matchs par an, et le football à 6, en tant que programme complémentaire, est un moyen de leur permettre de se développer. C'en est donc fini, à l'époque, de l'idée que le football en salle et le football spectaculaire, divertissant, qui est offert par ces règles tout à fait différentes du football à 11, n'est pas du football. La Major Indoor Soccer League, la MISL donc, prend de l'ampleur alors que, il faut le reconnaître, le projet de Ligue Indoor de la NASL a du mal à prendre forme. Il faut dire aussi que les équipes qui participent à la NASL sur les terrains extérieurs, dirons-nous, traditionnels, sont un petit peu moins enclins à envoyer leurs meilleurs joueurs. Bref, la MISL, je le disais, fonctionne. Ils sont plus de 10 000 à assister au premier match de l'histoire, qui, lui aussi, voit de nouvelles règles. On part sur 4 quarts-temps de 15 minutes, des buts qui sont plus grands, et ça fonctionne. Le spectacle est tel que, par exemple, en 1980, une franchise, les Saint Louis Streamers, entre dans la ligue et attire plus de 13 000 spectateurs en moyenne sur toute la saison. La guerre entre les deux ligues anime le début des années 80. Elle prend fin par une victoire entre guillemets sur forfait de la MISL sur la NASL, puisque cette dernière prend fin en 1984. C'est alors la deuxième fin du football professionnel aux États-Unis, après celle de la Seconde Guerre mondiale. Mais le football en salle, lui, n'est pas encore mort, et vous allez le voir, il va même sauver le véritable football, celui que les gens appellent le véritable football. Car l'indoor soccer reste extrêmement populaire. La MISL poursuit ses saisons, développe ses propres stars. D'autres ligues mineures voient alors le jour dans le pays comme une toute particulière, l'American Indoor Soccer Association dans le Midwest ou encore la Southwest Indoor Soccer League du côté du Texas et du Nouveau-Mexique. La première, l'American Indoor Soccer League, devient National Professional Soccer League, NPSL, au début des années 90 et elle aussi mise avant tout sur le spectacle, en introduisant aussi de nouvelles règles, dont une toute particulière, celle que l'on appelle le 3-2-1, qui donne une valeur différente au but en fonction de l'endroit d'où il est marqué sur le terrain. Ça devrait rappeler d'autres choses, la bise à Jacques-Henri Hérault. La deuxième, en revanche, va prendre une importance capitale dans le sauvetage du football à 11 américain, le vrai football, donc, n'oubliez pas. Celle-ci mise sur un petit circuit de franchise d'indoor soccer qui sont ancrés localement et finit par développer à partir de 89 une ligue à 11, donc en extérieur, donc, vous l'avez toujours compris, de vrai football. Cette ligue se développe, tisse un réseau tentaculaire partout dans le pays, au point que cette ligue existe encore aujourd'hui, organisée en plusieurs divisions, avec une ligue pour les jeunes, une ligue pour les féminines. Je pense que vous en avez déjà tous entendu parler. Aujourd'hui, la Southwest Indoor Soccer League s'appelle United Soccer League. C'est la fameuse USL qui est ce que l'on appelle aujourd'hui l'antichambre de la MLS. C'est donc grâce au football en salle, même si celui-ci a des règles différentes, que le football est aussi et surtout resté professionnel aux États-Unis. Qu'il a pu continuer de faire jouer des joueurs, de leur faire vivre de leur métier, et qu'il a pu aussi et surtout contribuer à continuer de nourrir cette culture foot locale en développant des stars et donc en laissant le jeu évoluer à un plus haut niveau. Alors on pourrait penser qu'aujourd'hui, avec la place que prend la MLS, que prend la place USL,
dans les divisions A11, donc dans le football à 11, on pourrait penser qu'il n'y a plus de place pour l'indoor soccer. C'est mal connaître ce vieux centenaire, puisqu'aujourd'hui, l'héritière de cette longue histoire s'appelle la Major Arena Soccer League, MASL. Créée en 2008, elle dispose de 3 divisions. La première regroupe 13 franchises, dont 2 au Mexique, réparties en 2 conférences. Et elle a vu passer notamment des anciennes gloires de la MLS. On peut citer Landon Donovan ou Jermaine Jones. Tous les matchs de cette MASL sont disponibles sur la chaîne YouTube, une ligue qui a signé des accords de diffusion avec Twitch. Tiens donc, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je vous ai raconté cette histoire de l'indoor soccer aux États-Unis et le lien avec la Kings League. Premièrement, parce que ça fait jamais de mal de se cultiver, c'est même l'essence du football, de nous permettre de découvrir une multitude d'histoires, mais surtout parce que cette histoire démontre ce qui fait la force du football, sa plasticité. Depuis ses origines, le football n'a jamais cessé de s'adapter, d'évoluer. Il s'appuie sur des règles flexibles, la taille du terrain varie encore aujourd'hui, du simple au double. On peut disputer des compétitions officielles à 11, à 7, à 5, en salle, en extérieur, sur du sable, dans un gymnase, dans la rue. Mais quelle que soit la façon de jouer, tous ces footballs, qui restent des footballs, ne sont qu'une adaptation du football à 11. Ces formes n'ont pas vocation à remplacer le vrai football, contrairement à ce que veut faire croire Gérard Piquet avec la Kings League, mais juste à multiplier les pratiques, à offrir d'autres types de divertissements pour reprendre les justes termes d'Amine. Et c'est cette multiplicité des pratiques qui offre de multiples portes d'entrée à différents publics pour enfin découvrir le football. Et c'est aussi et surtout grâce à cette diversité que le football a su rester le sport roi. Voilà, j'espère que ce nouveau format de temps additionnel vous aura plu et vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire ce qui vous plaît ou ce qui ne vous plaît pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche, c'est important pour le développement d'une chaîne sans valeur ajoutée, la bise à YouTube. Rendez-vous dans un prochain numéro de temps additionnel.